Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'était une blague. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Cendrillon, mais celle de ma transformation du kit Revell de la Mercedes-Benz 300 SLR coupé Hullen Out intérieur rouge au 1/24e. Une série de vidéos y sera consacrée et vous allez voir de suite le but et le résultat de tout ce travail. Partie du kit Revell 1/24e de la Mercedes-Benz 300 SLR coupé Hullen Out intérieur rouge. Je suis arrivé à cela, la Mercedes-Benz 300 SLR coupé Hullen Out à l'intérieur bleu, dont la carrosserie et l'aspect extérieur présentent plusieurs différences. Le kit a été drastiquement modifié et amélioré pour produire une réplique au 1/24e de cette voiture mythique et unique exposée au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. Je vais commencer aujourd'hui par les premières modifications apportées à la carrosserie. Pour ne pas rater la sortie des vidéos suivantes et voir la suite de cette transformation, je vous conseille de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès leur parution. Mais avant de vous expliquer dans le détail et pas à pas toutes les modifications effectuées, il faut d'abord que je vous montre toutes les différences extérieures entre ces deux carrosseries. Et certaines sont très subtiles. Voici la calandre de la 300 SLR intérieur rouge. De chaque côté de l'étoile part une barre transversale légèrement courbe qui se prolonge un peu en dehors du cadre périphérique. On note également que les cabochons de clignotant avant sont transparents. Cette barre n'existe pas sur la calandre de la 300 SLR intérieur bleu, et sur celle-ci, il existe également un maillage derrière la calandre, comme sur la 300 SL Gullwing. On note également que les cabochons de clignotant avant sont orange. Les ouïes de la prise d'air de ventilation de l'habitacle, devant le pare-brise, sont différentes. Voici celles de la 300 SLR intérieur rouge, qui seront copiées plus tard sur la 300 SL Gullwing. Et voici celle du coupé SLR intérieur bleu. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'ailettes, mais des grilles sous une platine, laquelle est recouverte par une large écope de prise d'air sur le capot, qui fait encore une différence de plus avec le coupé intérieur rouge. 4 photos suivantes montrent les profils gauche et droit du coupé intérieur rouge, puis ceux du coupé intérieur bleu. Et qui voit-on? Eh bien, sur le coupé intérieur bleu seulement, il y a une ouverture rectangulaire sous le bas de la porte gauche, à l'aplomb de la poignée d'ouverture, et une ouverture similaire à droite, également à l'aplomb de la poignée, mais largement en dessous, puisque en dessous de la baguette décorative chromée. Vous pouvez également voir sur le capot du coupé intérieur bleu un déflecteur transparent qui s'ancre au-dessus de l'écope du capot et qui était probablement un déflecteur à la fois pour la prise au vent et aussi pour dévier les insectes au-dessus du pare-brise. Enfin, à l'arrière, on note des différences entre les feux. Seulement 2 feux pour le coupé rouge et pas de catadioptre, et 3 feux plus des catadioptres sur le coupé bleu. Je ne vous parlerai pas ici de tous les petits travaux habituels de préparation que l'on fait sur une carrosserie avant sa mise en peinture, tels que la suppression des bavures, des lignes de moulage, les petits rebouchages et corrections de surface. Tout cela est archi connu et visible sur de nombreuses vidéos YouTube faites par d'autres modélistes. Et je ne vais pas non plus seulement vous parler des corrections que j'ai effectuées pour modifier cette carrosserie de celle du coupé rouge vers le coupé bleu, car j'ai apporté également beaucoup d'autres améliorations à celle-ci, à commencer par la découpe du couvercle de coffre et son articulation. Découpe du couvercle de coffre. Voici la carrosserie fournie dans le kit. On voit que les ouvertures des portes et du capot moteur sont libres, et donc que le capot et les portes sont des pièces séparées qui seront articulées d'origine. Mais ce n'est pas le cas du couvercle de coffre. Et comme ça ne me convenait pas, j'ai découpé le couvercle pour pouvoir l'articuler lui aussi. Ce qui permettra de voir ce qu'il contient, l'accès au bouchon de remplissage du réservoir d'essence, la pompe à essence primaire, un élément du système de freinage, les roues de secours, etc.
Tout au chaud dont on ne voit qu'une partie sur cette photo, mais un peu plus sur cette photo du modèle que j'ai réalisé de la 300 SLR de course numéro 722, avec laquelle Sir Stirling Moss gagna les 1000 milles en 1955. Le contenu de leur coffre est identique puisque ce sont exactement les mêmes châssis. Amélioration du couvercle de coffre. Dès lors que le coffre pouvait s'ouvrir, il fallait modifier la face interne de son couvercle, d'une part pour le rendre conforme au réel, et aussi pour y ajouter, avec de petits morceaux de styrène, les zones de collage des extrémités des crochets des futures charnières, et enfin également représenter le boîtier de la serrure. Par ailleurs, comme il serait très difficile de peindre après coup en couleur chrome les ornements de couvercle, c'est-à-dire l'étoile Mercedes, l'inscription 300 SLR et la lettre D, qui est en fait la poignée d'ouverture du coffre, et qu'il n'est pas question d'utiliser les décalcomanies fournies par Revell pour les poser par-dessus, leur couleur étant tout juste argentée, j'ai commencé à enlever ces lettrages par ponçage. Les lettrages et emblèmes seront recréés en impression 3D et auront ainsi un meilleur relief, plus de finesse et un chrome conforme à l'original. Modification du pourtour de l'ouverture de coffre. Le couvercle de coffre étant prévu pour s'articuler mais étant de même dimension que l'ouverture que j'ai faite dans la carrosserie, il faut un système l'empêchant de rentrer dans la carrosserie quand il sera fermé. Un rebord que j'appellerai lèvre. J'ai donc utilisé un gabarit de papier placé en dessous de l'ouverture du coffre sur lequel j'ai tracé le pourtour de l'ouverture. Puis j'ai tracé en dehors de cette ligne de pourtour central une seconde ligne qui va délimiter la forme de la zone de collage de la lèvre sous la carrosserie, et une troisième ligne, celle-ci en dedans de la ligne centrale, qui va être la zone visible de la lèvre, celle sur laquelle s'appuiera le couvercle. J'ai collé le gabarit à la colle blanche sur une feuille de styrène de 0,2 mm d'épaisseur, puis j'ai découpé grossièrement la forme nécessaire en suivant mon tracé. Enfin, j'ai collé la lèvre sous l'ouverture du coffre. Puis j'ai réduit la largeur visible de la lèvre afin qu'elle soit esthétique, régulière, tout en restant efficace. Et elle l'est bien sûr. Quand on pose le couvercle de coffre sur son ouverture, il ne s'enfonce pas dans la carrosserie. La largeur de la lèvre a été ajustée de telle façon que le bord arrière de la baignoire vienne à peine y toucher, et qu'il reste assez de place latéralement dans la carrosserie pour implanter les pivots des charnières. J'ai marqué en rouge la zone qui sera occupée par le rebord arrière de la baignoire, juste pour me rappeler que je ne pouvais utiliser que l'espace restant pour installer le mécanisme des charnières. C'est ridiculement petit, mais mes dessins et mes mesures semblent montrer que c'est réalisable. Fabrication des charnières du couvercle de coffre, première tentative. Initialement, j'avais conçu mes charnières de couvercle de coffre comme je le fais d'habitude. 2 crochets en fine bande de laiton de 1 mm de large et 0,5 d'épaisseur, mis en forme à la pince, reliés à un axe perpendiculaire, un tube de laiton de 1 mm, qui pivoterait sur un axe collé sous la carrosserie, à un endroit, en théorie, judicieusement choisi. Tout fonctionnait bien, sans le couvercle inséré sur les crochets, mais pas avec. Il était impossible d'ouvrir le couvercle de plus de 30 degrés sans que son bord antérieur ne heurte la carrosserie. Pour ouvrir plus, il aurait fallu que les pattes terminales des crochets puissent sortir de leur logement sous le couvercle, donc ne pas les coller. Et moi, je voulais une ouverture de moins 60 degrés avec une fixation des charnières qui soit définitive. Qu'est-ce qui n'allait pas? L'analyse du problème m'a permis de trouver quelques pistes d'explication. La forme concave vers l'avant du bord antérieur du couvercle et la forte courbure transversale de la carrosserie à ce niveau, ainsi que l'exiguïté de l'endroit où je pouvais implanter les pivots à l'échelle à 24e, généraient un écartement vers l'extérieur des crochets de charnière qui bloquaient le mouvement de levage du couvercle. L'axe du pivot n'était pas horizontal et trop loin du bord de l'ouverture. Pour bien faire, il aurait fallu que les pivots soient d'une part totalement horizontaux et alignés entre eux, ce qui était impossible compte tenu de la courbure transversale de la carrosserie,
tout en étant également situé au plus près possible du bord de l'ouverture du coffre, ce qui n'était pas facile à réaliser, ni très esthétique. N'ayant pas trouvé de solution à ce problème, après plus d'une dizaine d'essais avec différentes combinaisons de positions de pivot et de formes de crochet, j'ai décidé, j'ose l'avouer, de tricher. Pour que le couvercle puisse se lever à au moins 60 degrés sans que son bord antérieur ne vienne toucher la carrosserie ou la vitre arrière, il fallait que les crochets puissent s'élargir à mesure qu'on levait le couvercle en formant un U de plus en plus aplati. Conception et design 3D. Pour tester cette idée, j'ai dessiné sous Fusion des crochets en deux parties articulées. Voici la partie arrière du crochet, dont l'extrémité arrière plate se fixe sur le couvercle de coffre et dont l'extrémité avant s'articulera avec la partie avant du crochet. Voici la partie avant du crochet qui s'articulera à l'avant sur le pivot installé sous la carrosserie. Et enfin, voici les deux parties ensemble, réunies au milieu par un axe métallique libre. Et le fonctionnement du tout, le crochet peut s'élargir grâce à l'articulation entre les deux parties, ce qui en théorie permet au bord antérieur du couvercle, lors de son ouverture, de s'écarter de la carrosserie et donc de ne pas la toucher. J'ai imprimé les deux pièces en résine, les ai jointes par un axe d'acier de 0,3 mm, puis les ai installées sur les pivots sous la carrosserie, les extrémités libres des crochets collées avec très peu de colle cyano sur le couvercle. Et j'ai testé l'ouverture. Youpi, ça a fonctionné. Bien sûr, les prototypes de charnières étaient d'une part trop épais pour l'échelle, et comme j'ai utilisé une résine standard, elles étaient aussi très fragiles. J'ai donc décidé de les refaire en laiton. Fabrication des charnières, deuxième tentative. Tout d'abord, la partie avant, celle qui s'articule avec les pivots sous la carrosserie, partie que j'appellerai demi-crochet avant. J'ai courbé dans le sens de la largeur deux petites bandes de laiton de 0,5 mm d'épaisseur et de 1 mm de largeur, et j'ai obtenu les demi-crochets avant. Je les ai percés à 0,4 mm à l'extrémité arrière, et leur extrémité avant a été soudée à angle droit sur une section de 10 mm de tube laiton de 1,5 mm. Et voici la partie arrière de chaque crochet, que j'appellerai demi-crochet arrière. J'ai d'abord fabriqué leur partie arrière, la pièce numéro 1, celle qui s'implante sur le dessous du couvercle de coffre, en courbant une petite bande de laiton de 1 par 0,5 mm dans sa largeur. Pour faire la partie avant de ce demi-crochet arrière, j'ai découpé dans de la feuille de laiton de 0,25 mm deux courtes bandes de 1 mm de large que j'ai percées à 0,4 mm à l'une de leurs extrémités. Ce sont les pièces 2 et 3. Et j'ai soudé ces pièces 2 et 3, leurs trous étant parfaitement alignés, en prenant la pièce numéro 1 en sandwich, tout en veillant à ce que ces pièces 2 et 3 dépassent suffisamment de l'avant de la pièce numéro 1 pour permettre à la pièce finale d'être articulée à l'arrière du demi-crochet avant. J'ai ainsi donc eu en main les deux parties de la charnière. Il ne restait plus qu'à les articuler avec une courte section de tube en laiton de 0,4 mm et à couper l'excédent de cet axe après en avoir aplati les deux extrémités pour s'assurer qu'il ne puisse pas sortir de son logement. Et ça fonctionnait également tout aussi bien. Entre parenthèses, vous verrez plus tard, lors d'une autre vidéo, que cela se passe également très bien une fois ces charnières installées définitivement dans la carrosserie. Évidemment, j'ai fabriqué deux charnières sur le même principe, mais symétriques. Il ne restait plus qu'à adapter la longueur des demi-crochets arrière afin de les fixer à l'intérieur du couvercle de coffre, les nettoyer et les polir, et à modifier l'intérieur du couvercle de coffre de façon à pouvoir y fixer les extrémités des crochets. J'ai bien entendu conservé les pivots des charnières que j'avais déjà installés précédemment sous la carrosserie, et j'ai vérifié que mes nouvelles charnières s'y adaptaient bien et fonctionnaient de façon optimale. Sur ces photos, l'intérieur du couvercle est tel que je l'avais réalisé avant de le refaire complètement, comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo. Fabrication du compas de retenue du couvercle de coffre. Sur cette voiture, pour maintenir le capot en position ouverte,
les ingénieurs Mercedes ont imaginé un compas de retenue placé non pas latéralement, mais en position centrale. C'est l'ensemble que j'ai entouré en vert sur ces photos. J'ai dessiné les plaques de montage qui se placent sous l'ouverture du coffre à l'avant et sur le dessous du couvercle de coffre à l'arrière, et je les ai imprimées. Et j'ai scratché les deux branches du compas en utilisant des bandes de maillot-short de 1 mm de large et de 0,3 mm d'épaisseur. J'ai coupé les deux longueurs nécessaires, j'ai percé des trous de 0,4 mm à chaque extrémité, et les branches ont été reliées entre elles par une tige en nickel chrome de 0,4 mm. Puis le compas a été articulé avec les deux plaques de montage par le biais d'axes découpés dans le même fil de nickel chrome de 0,4. Un travail fait sous casque look, minutieux et délicat, en raison de la fragilité des pièces en résine et de la petite taille des axes qui y ont été introduits, tout en emprisonnant les branches du compas. Mais cela fonctionne. Voilà ce que ce compas de retenue de capot donne une fois implanté temporairement sous le couvercle de coffre. Ces charnières en laiton et compas en maillechort, complexes à fabriquer et très précieux, seront conservés dans ma boîte au trésor jusqu'à l'assemblage final de la carrosserie après peinture et vernis. Remplacement de la grille de ventilation de l'habitacle située devant le pare-brise. J'ai supprimé assez grossièrement les lamelles de la grille de ventilation placée devant le pare-brise. J'aurais pu aller plus loin pour être plus propre, mais au risque de casser le plastique mince et fin à cet endroit. Et comme cette zone sera recouverte, comme sur l'original, par une plaque métallique, cela n'avait pas trop d'importance. J'ai dessiné cette plaque sous Fusion 360 et je l'ai imprimée en résine. Puis je l'ai installée à sa place. Ultérieurement, une grille en mèche très fin sera posée par en dessous lors de la phase de finition du modèle. Perçage des trous d'inspection sous les portes. Pour percer les trous d'inspection sous les portes, j'ai fait un trou de forêt après repérage, et puis j'ai fini à la lime aiguille. D'abord à droite, puis à gauche. Perçage des trous pour les optiques avant. Les optiques de phare avant fournies dans le kit sont rudimentaires. Il suffirait, selon Revel, de coller ces deux disques de plastique chromé vaguement striés sur le fond borde de logement des phares pour faire l'affaire. Mais comme ça ne fait pas mon affaire, je débouche les trous en notant les surfaces d'appui de ces pièces. Ultérieurement, je fabriquerai en scratch de vrais phares avec leur coupole chromée, leur ampoule et leur verre. Modification du nez de la carrosserie. Les encoches aménagées sur le nez de la voiture pour accueillir les deux ailettes latérales de la calandre du coupé rouge ont été mastiquées et poncées. Je n'ai pas pris de photo de cette étape, mais vous en avez ci-dessous un aperçu sur la carrosserie qui a reçu plus tard une couche d'après garnissant. Par ailleurs, le bas de l'ouverture pour la calandre étant trop horizontal, il a été légèrement arrondi. Fabrication de la nouvelle calandre. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a derrière la calandre chromée du coupé bleu un fin grillage qui est très proche du bord avant de la calandre, plaqué au niveau de l'arrière de l'étoile. Il va donc falloir concevoir une calandre qui soit à la fois réaliste, très fine, et qui permette d'accueillir un très fin grillage à l'arrière. Voici une vue de la modélisation sous Fusion 360 de cette nouvelle calandre. Et en voici le rendu sous différents angles, de face, de derrière et de dessus en 3/4 avant droit. Et enfin, voici les pièces imprimées, encore sur leur support, et nécessitant un bon nettoyage. Il ne reste plus qu'à se faire une idée de ce que cela va donner une fois la calandre posée sur la carrosserie. Comme prévu, l'adaptation est quasiment parfaite. La grille en très fin mèche sera fabriquée ultérieurement car il faut d'abord passer par la phase peinture. Mais pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous montrer la calandre une fois que je l'ai chromée, bien plus tard dans le montage, et aussi ce que cela donnera une fois le grillage installé par derrière.
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mes explications exhaustives sur mes procédés de fabrication vous auront donné des idées pour vos propres réalisations. Si vous avez aimé cette vidéo, même modérément, soyez sympa, mettez-moi un petit pouce levé. Ça fait toujours plaisir, ça soutient ma chaîne et cela me motive à continuer à publier sur YouTube. Et merci de mettre des commentaires si vous en avez et de poser toutes vos questions si vous en avez dans la zone dédiée. La suite et la fin du montage de cette carrosserie sera abordée dans la prochaine vidéo qui devrait paraître rapidement. Vous y verrez entre autres les modifications apportées au capot moteur et à ses charnières et la modification radicale du système d'articulation des portes. Et bien d'autres choses encore, jusqu'à l'assemblage final de la carrosserie peinte et vernie. Alors, si vous ne voulez pas rater cela, encore une fois, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et pensez à activer ou à réactiver la petite cloche de notification afin d'être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos dès leur parution. En attendant, portez-vous bien, maquettez bien, et à bientôt.